Bonsoir Monsieur Rolls. Bonsoir Monsieur Samari. Merci beaucoup d'être une nouvelle fois sur le plateau de Bonsoir le Gard. On aurait préféré ne pas vous inviter ce soir, mais on a choisi effectivement de vous solliciter pour vous interroger sur la situation dans le département du Gard à quelques heures, à quelques minutes maintenant de l'intervention du président Emmanuel Macron. À mes côtés, Coralie Mollaret pour vous interroger, et je vais d'ailleurs lui donner tout de suite la parole. Elle va vous poser la première question. Bonsoir Monsieur Rolls. Bonsoir. Alors on le sait, le virus circule activement dans le Gard, mais est-ce que vous avez des chiffres précis ce soir à nous donner sur cette circulation ? Oui, les chiffres précis puisqu'on les suit au jour le jour. Actuellement, tout le monde commence à connaître en fait ces indicateurs, le taux d'incidence, donc taux d'incidence tous âges, ce soir est à 409,5. Donc c'est le nombre de nouvelles contaminations pour 100 000 habitants en une semaine, et c'est quand même très important. Nous avons eu une accélération depuis une semaine puisque nous sommes passés quasiment d'un plateau à 300 en quelques jours à 400. Donc voilà, la situation est là. Ça c'est le premier indicateur. L'indice de positivité est aussi important, on est passé à 9,5 de taux de positivité des tests, donc ça veut dire que là aussi la circulation s'accélère, et puis des indicateurs sanitaires sur le poids que ça amène au système de santé et surtout au système de soins, et en particulier hospitalier, est aussi important puisque là aussi les réanimations, les soins critiques, les hospitalisations commencent à saturer. 400, c'est un seuil d'alerte ? C'est un palier qu'il ne fallait absolument pas dépasser. Déjà, le premier palier, c'était bien en dessous qu'il ne fallait pas dépasser. C'était 250, je crois. 250, c'était ce qu'on appelait le seuil d'alerte maximum sur lesquels, évidemment, il faut regarder, prendre des mesures. Des mesures ont été prises. Il faudra sûrement et certainement des mesures complémentaires. Quand on regarde justement ce taux de positivité, est-ce que, donc c'est une moyenne gardoise, mais est-ce qu'il y a des territoires comme Nîmes Métropole, comme Beaucaire-Terre d'Argence, qui ont un indice qui est plus élevé ? Alors, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, c'est vrai qu'on voyait plutôt le grand sud du département. Vous avez cité ces communautés de communes ou ces communautés d'agglomération qui étaient plus fortement touchées. Aujourd'hui, même s'il y a des petites différences, les différences commencent à s'estomper, et c'est l'ensemble du territoire qui est quand même fortement touché. Le variant anglais, on le sait maintenant, fait forcément des dégâts et est extrêmement actif dans cette épidémie. À quel niveau est-il présent aujourd'hui dans le département ? Aujourd'hui, on estime vraiment avec une très forte sûreté qu'on est à minimum 82% de variants anglais sur l'ensemble. Donc c'est vraiment le variant qui a pris par rapport à ce qu'on appelle la souche sauvage le pas. Et on savait que les épidémiologistes savaient que lorsqu'on dépasserait les 50%, on aurait une accélération de la contamination parce que c'est un variant plus contagieux qui touche des personnes peut-être plus jeunes. Comment on explique qu'il s'est démultiplié aussi rapidement en quelques semaines ? Parce que on se rappelle, il y a à peine quelques semaines, on vous interrogeait, on était en dessous des 50%, on était même au départ à 15-20%. Comment il s'est démultiplié, devenant aujourd'hui finalement le variant qui circule quasi intégralement sur le territoire ? À partir du moment où on n'a pas, et c'est pas ce qui est recherché, un confinement strict, à partir du moment où on a toujours des interactions sociales, même abaissées, comme on a un virus plus contagieux, il se développe. C'est ça qui explique justement qu'il y a une semaine, ça a augmenté. Ce matin, le chef de réanimation du CHU de Nîmes expliquait sur Objectif Gard son inquiétude pour les prochaines semaines. Est-ce que vous êtes très inquiet, vous aussi, Monsieur Rolls ? Alors, inquiet, oui. Préoccupé parce qu'on sait que c'est... Lui a employé le terme très inquiet. Et c'est normal. Lui, il a les patients devant lui et il s'en occupe. L'inquiétude est grande parce qu'on sait qu'avec ces taux d'incidence-là, même avec une diminution ou un arrêt, on aura encore des effets sur le système de soins et des réanimations pendant encore 2-3 semaines. Ça, c'est un minimum. Et si on n'arrive pas à infléchir, il va y avoir de toute façon une augmentation. Et les réanimations commencent à être bien sollicitées et bien saturées.
saturé. Une question en lien justement avec la réanimation. Le professeur Muller justement nous disait que contrairement à l'automne où quand on avait le même cas de nombre en réa, on avait des transferts de patients. Oui. Là, c'est pas le cas. Pourquoi ? Des transferts par rapport aux autres régions, oui. Parce que toutes les régions sont saturées et à peu près touchées. On voit, de toute façon, il y a 3 semaines, on recevait en Occitanie et même dans le Gard des patients, en particulier de PACA. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et on a même fait, il y a 2 semaines, des transferts du Gard infra-régional, donc dans la région. Mais là, on voit que ça sature partout, l'Hérault, la Haute-Garonne, là où il y a, j'allais dire, le plus fort taux d'équipement. Évidemment que c'est difficile d'envoyer en Lozère où il y a 6 lits de réanimation, et déjà qui sont pleins. Tout à l'heure, Coralie, vous posez la question concernant les territoires. Parlons aussi des catégories d'âge. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des différences en termes de taux d'incidence en fonction des âges? Ah oui, il est évident que, j'allais dire, alors on prend par catégorie d'âge les 10-20 ans, les 20-35 ans, les 35-50 ans sont des catégories où le taux d'incidence sont plus élevés. On est presque à 500. Sur ces catégories d'âge-là. Donc, vraiment, on voit que ce sont plutôt des populations. Or, après, ce n'est pas la jeunesse, ce sont des populations avec aussi, là aussi, le plus d'interaction. Ce sont des populations actives, des populations qui sont scolarisées. Et il n'y a pas de secret là-dessus. Donc, est-ce que c'est parce que aussi, peut-être quand ils sont en extérieur, ils sont moins vigilants sur le port du masque ? Parce que c'est un peu ce qui est revenu aussi, particulièrement en région parisienne. On dit que ça circule beaucoup plus chez les jeunes parce qu'ils ont tendance peut-être à pas respecter totalement tous les gestes barrières. Vous savez, je ne ferai pas de jeunisme ou d'agisme. Le respect des gestes barrières, oui, on peut le voir sur certains adolescents ou certains jeunes. C'est aussi pareil chez certaines personnes. Peut-être parce que cette catégorie d'âge est peut-être moins impactée par du coup tout simplement la maladie qui se Elle est moins impactée, dangereuse. mais c'est vrai parce que même s'il peut arriver quelques cas très graves, elle est quand même moins fortement touchée. Et puis on a, si vous voulez, même dans les catégories d'âge, on sait par exemple que les 0-10 ans, ils sont aussi touchés, mais en fait ils contaminent peu et c'est plutôt les adultes qui les contaminent. Donc voilà. Juste pour rester sur la catégorie d'âge, il y a des personnes beaucoup plus jeunes qui sont touchées et qui sont en réa, c'est ça ? C'est exactement. La différence qu'on pouvait avoir en automne dernier. Oui. Et des personnes jeunes qui présentent des comorbidités, donc de l'obésité ou du diabète. Pas forcément. Pas forcément. On a aussi des personnes jeunes qui ne présentent pas forcément de comorbidité. Bon, alors, c'est peut-être une explication, c'est-à-dire que les personnes jeunes ont tendance à être prises en charge, pas parce que le système n'est pas là, mais parce qu'elles-mêmes sous-évaluent en fait la gravité, à être prises en charge beaucoup trop tard. Et c'est vrai qu'on rentre tout de suite en réanimation, alors que si elles avaient elles avaient consulté plus rapidement parce qu'elles ne se sentent pas forcément très bien. Et puis, chez une personne jeune, la question d'une désaturation en oxygène est moins sensible et donc on voit des cas plus dramatiques parce qu'elles sont prises en charge plus tard. Et est-ce que finalement on n'en apprend pas plus ou on va en apprendre plus malheureusement sur ce virus qui là donc est beaucoup plus contagieux et touche des personnes beaucoup plus jeunes parce qu'on avait coutume de dire que c'était les personnes âgées de 80 ans, de 75 ans et plus et finalement il peut être très dangereux sur des jeunes sans comorbidité. Exactement, il peut être même si c'est pas la majorité et puis il faut pas oublier en fait c'est pas parce qu'on ne peut pas dire que le variant anglais ne touche pas les personnes âgées, il le touche aussi, sauf que les personnes âgées commencent à être bien vaccinés. Voilà. Et ça, c'est important. C'est important puisque la vaccination, et je dis la vaccination, donc les vaccins, protègent contre les formes graves de Covid. Allez, puisque vous en parlez peut-être, un mot sur la vaccination. On en est où dans le Gard concrètement ? Concrètement, les chiffres d'hier, il y a eu exactement 137 236 injections dans le Gard. On est à peu près à plus de 5000 injections par jour
dans le Gard, donc ce qui est important. Si Les 137 000, c'est les 2 doses ou c'est uniquement une dose ? Alors, c'est le nombre d'injections complètes. Sur ça, on a à peu près 30 000 personnes qui ont eu les 2 doses. Donc, mais quand on a la première dose, on a déjà le rendez-vous pour la deuxième. Et si on veut regarder exactement avec les types de vaccins, avec le Pfizer qui est le premier vaccin qu'on a eu sur le Gard, on est à plus de 104 763 exactement. L'AstraZeneca qui est arrivé plus tard, on a 25 155. Et le Moderna, ou le vaccin qu'on avait peut-être en moins grande quantité, on est à 7 318 personnes vaccinées avec Moderna. On va monter en puissance ? On monte en puissance. Et comment et dans quel ordre ? Parce que l'objectif de la première phase, ça concernait combien de personnes dans le Gard ? Parce que là, on n'a pas fait tout le monde encore. Le premier objectif dans le Gard, et si on remonte à début janvier, c'était d'abord les EHPAD. Les EHPAD, on est à 80, quasiment 90% de vaccination des résidents et résidentes. Et si on n'a pas vacciné les 100%, c'est pour les quelques personnes non volontaires. Ça existe. Et puis les établissements où il y a eu des cas de Covid, et à ce moment-là, il faut attendre 3 mois, voire un peu plus, avant de procéder à la vaccination. Et c'est en train de se faire. Après, il y a les soignants. On a un fort taux de soignants, en particulier dans les établissements de santé, qui se sont fait vacciner. Ça, c'est important. On a eu aussi les sapeurs-pompiers. Et donc, avec l'augmentation après de la vaccination et l'ouverture aux plus de 75 ans, aujourd'hui, aux plus de 75 ans, on a 58% de la population de plus de 75 ans qui a eu au moins une injection. 58%, c'est un bon taux dans notre département par rapport à d'autres ? Oui, c'est un bon taux. En Occitanie, on a des départements qui sont entre 45% et 60%. Donc voilà, et c'est un on bon sait taux. qu'à partir de la première dose, au bout de 15 jours, on a déjà plutôt une protection efficace. Exactement, quel que soit le vaccin, et même au bout de la première dose d'AstraZeneca, on a même une meilleure protection qu'avec la première dose de Pfizer. Sur l'AstraZeneca, vous avez constaté des réticences avec toutes les polémiques qu'il y a eu Évidemment, à partir du moment où il y a des discours de mise en doute, évidemment qu'il y a de la réticence, mais... Vous l'avez constaté ? On l'a constaté, mais vous savez, ça prend le pas. Les professionnels sont là aussi pour expliquer, pour accompagner. Vous savez, il y a à peine, même fin décembre, on disait qui voulait un vaccin à ARN messager. Qui en voulait ? Ah non, c'est trop juste, c'est la première fois, et on voit le succès. Surtout qu'aujourd'hui, les vaccins Pfizer notamment vont arriver dans les pharmacies dans les prochaines semaines. Alors ça, c'est plus compliqué. On a une autorisation de mise sur le marché sur lesquelles on a des meilleures conditions de température. On pourrait conserver à moins 20. Après, avec les doses d'AstraZeneca qui vont arriver en ville, les doses du Janssen, de Johnson & Johnson qui vont arriver courant avril en ville. Et en plus, c'est qu'une seule dose. Il n'y a qu'une seule dose, donc il y a quand même des capacités vaccinales qui seront là. Bon, on verra en fonction, parce que c'est des histoires de vases communicants. Il faut qu'un secteur, sature sa possibilité vaccinale avant de faire appel à d'autres doses qui sont employées dans les centres de vaccination. Je le disais en ouverture d'émission, Emmanuel Macron va prendre la parole maintenant, dans 1h45 à peu près. Il va probablement annoncer un reconfinement national, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous y êtes favorable au vu des chiffres sur le département du Gard ? Je ne peux pas être favorable à telle ou telle mesure. Par contre, ce que je peux vous dire, alors là, en tant qu'autorité de santé, c'est qu'il faut absolument réduire les interactions sociales. À ce niveau-là de taux d'incidence, c'est vraiment, l'objectif principal. Après, dans l'objectif, il peut y avoir 1 mesure, 2 mesures, 3 mesures, en fait, des mesures complémentaires. Et ça... Dans votre esprit, on va plutôt vers un reconfinement comme l'année dernière, un confinement strict, ou plutôt un confinement comme à l'automne ? On verra. Il y a des indicateurs, si vous voulez, il y a des zones, en particulier, par exemple, qui ont été confinées beaucoup plus tôt, comme les Alpes-Maritimes. On commence à regarder un certain nombre d'indicateurs.
peut-être un petit infléchissement. Donc c'est ça aussi. Mais qui n'est pas l'important, suffisant aujourd'hui. Il n'est pas suffisant aujourd'hui, donc à voir si un certain nombre de mesures coupées, parce qu'il y a au-delà des autorités sanitaires, et en tant qu'autorité sanitaire, on pourrait vous dire, oui, on réduit toutes les interactions sociales, là c'est sûr qu'on va faire diminuer la pression, d'autant plus que même avec des mesures prises maintenant plus strictes, on aura encore pendant 2-3 semaines des effets encore de tension sur les systèmes hospitaliers. Une toute dernière question. On entend beaucoup les spécialistes ces derniers jours dire que finalement, avec cette crise, on n'en est pas sorti avant au moins l'année prochaine. Est-ce que vous pensez effectivement qu'il y a un risque d'aller jusqu'en 2022 avec cette crise sanitaire, ou alors la stratégie de vaccination du gouvernement et d'Emmanuel Macron devrait porter ses fruits à l'automne prochain? On devrait, si tout se passe bien, on devrait avoir vacciné une grande partie de la population déjà avant la fin juin. On parle d'un objectif à 30 millions de personnes et on voit qu'on est sur, avec les vaccins qui arrivent, avec le taux de vaccination aujourd'hui, ça paraît atteignable, donc on sera à quasiment la moitié de la population, on commencerait à avoir des choses intéressantes. Donc après, si vous voulez, il faut faire la différence entre la crise purement sanitaire de tension hospitalière et la crise qui a été amenée par cette situation sanitaire, qui n'est pas de ma compétence et qui est vraiment autre chose. Mais il faut être optimiste sur ça. Merci beaucoup, Monsieur Rolls, d'avoir été une nouvelle fois avec nous ce soir sur le plateau de Bonsoir le Gard.